Dans le communisme, quand il parle de l'émancipation des femmes, il ne parle pas de l'émancipation des femmes par rapport au patriarcat et toutes ces conneries. Non, il parle d'émancipation des femmes par rapport au capital. Louise Michel dit très bien qu'il faut que les femmes s'approprient la connaissance, entre guillemets, historique de la longue mémoire des hommes pour devenir, elles aussi, des révolutionnaires contre l'État et contre l'argent. Donc moi, personnellement, je compte absolument pas sur la masse pour faire quoi que ce soit. Je n'y crois absolument pas. Il n'y a qu'à voir avec les gilets jaunes. Soi-disant, 70% des gens nous soutenaient, mais il n'y avait pas 70% de gilets jaunes sur le tableau de bord. Rien que ce geste, déjà, ils étaient pas capables de le faire. Il faut pas attendre. Non, c'est toujours des minorités qui font l'histoire, qui créent de nouveaux peuples, quoi. Elle, qui est une femme qui gère le LM, est une femme donc qui est sadique. C'est la femme castratrice. Le LM. Le LM, c'est le royaume de elle. En fait, Ah oui. C'est la sœur de Jürgen, donc la société de consommation et de l'État. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus de couple, entre guillemets, possible pour la majorité des gens, parce que l'archétype féminin mis en avant, c'est ce type de femme-là. L'art dans tout ça, l'art contemporain. Bon, manifestement, ça véhicule l'idéologie du capital aujourd'hui. Enfin, il y a un art, voilà, l'art contemporain c'est la fétichisation de la marchandise accomplie. C'est vraiment un objet, n'importe quel objet passant dans les mains du créateur. Donc ça, c'est tout un mythe, hein, le créateur. Devient donc une marchandise qui a un prix virtuellement illimité. Enfin, ça peut aller jusqu'à des prix énormes. Ça permet la spéculation. Et dans les écoles d'art, on nous forme à ça. À quoi ça nous mènerait ça? Déjà, l'art, ça a toujours été le reflet du pouvoir, à part à l'époque primordiale où tout était art. Le moindre objet du quotidien, c'était de l'art. Quand on retrouve les tombes, je sais pas moi, des mérovingiens avec les peignes qu'ils avaient dedans, etc. Tout est beau, quoi. Le beau, c'est l'objectif de tout. Il fallait que tout soit beau. On n'aurait jamais toléré les immeubles HLM, quoi. Et pour revenir à ce que tu appelles l'art contemporain, c'est aussi un moyen formidable de blanchir de l'argent, faut pas oublier, parce que la valeur des choses est définie par l'acheteur. Donc, par exemple, imaginons que nous faisions des affaires et que je dois te verser des rétrocommissions. Tu vas acheter un tableau de 100 000 euros et moi, je vais te le racheter de 2 millions d'euros. Et donc, je t'aurais donné 1 900 000 euros qui auront été blanchis. Tout un aspect décadent. Moi, personnellement, j'ai été forcé à ce constat pendant mes études. Ça m'a fait arrêter mes études d'information et communication, d'ailleurs. Mais c'est pas enfin, il y a plein de gens qui sont toujours dans la contemplation devant le génie des artistes contemporains subversifs Oui. qui déconstruisent les codes du beau. Enfin, tout ça, en fait, Exactement. quand on fait du beau, de l'art De l'art. profond, oui, on est ringard aujourd'hui. Bah, Par la communauté des artistes, on est considéré comme inopérant, ringard, quoi. un plouc, un beauf, ouais. Bah, ma cousine est peintre à Paris, hein, donc elle est très attachée à la mythologie grecque. Et par contre, elle produit à côté des tableaux d'art contemporain pour vivre et manger, quoi. Par contre, ces beaux tableaux, elle les vend pas cher, quoi. Par contre, elle vit relativement bien de sa production moderne. Voilà, c'est un coup à finir schizophrène, tout ça. On pourrait imaginer du coup pour se réapproprier cet art qui est donc comme tout le reste mangé par le capital et inversé. On pourrait imaginer des ateliers citoyens de poterie, d'artisanat pour peut-être se réapproprier cette culture artistique, ce goût du beau, ce Ouais, ciment social qu'est l'art finalement. Est-ce que... ouais. Mais bon, l'art, c'est normalement, théoriquement, c'est le reflet de l'âme d'un peuple. Or, aujourd'hui, vu que le peuple français, entre guillemets, n'existe plus, vu que c'est une sorte d'agrégat d'individus venus des quatre coins du tiers-monde, il n'y a plus d'âme française. Pour qu'un peuple puisse faire vivre sa culture, son art, il lui faut un territoire sur lequel vivre selon les codes
qu'il a eu depuis toujours. Aujourd'hui, avec l'État, avec l'argent, etc., s'il n'y a plus d'art français, c'est parce qu'il n'y a plus d'âme française. Entre guillemets. Il y a des isolats de résistance à gauche, à droite. Mais s'il n'y a plus de production artistique majeure française, c'est parce qu'il n'y a plus d'âme française. On est des citoyens du monde, on est des consommateurs, on est des bourgeois, on est des gens, des êtres déconnectés de la vie. C'est difficile de produire un art digne de ce nom. Tout à fait. Et pour pas tomber du coup dans ce que le gars de Thinkerview appellerait le misérabilisme de l'impuissance, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux jeunes qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait? Parce que tu disais tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose à faire à part peut-être se cultiver, lire. Donc on peut Exactement. conseiller des livres, conseiller des sources de connaissances diverses et variées. Aujourd'hui, c'est vrai que la culture est quand même très accessible, même C'est ça si le paradoxe. voilà, elle est aussi simplifiée, elle est extrêmement vulgarisée. C'est Qu'est-ce ça que le grand paradoxe. C'est que plus la culture est accessible, moins les gens y vont. Auparavant, quelqu'un, il y a, je sais pas, des siècles de ça, pour avoir le moindre embryon de connaissances qu'on peut avoir aujourd'hui par Internet, était capable de parcourir des jours et des jours de marche pour aller rencontrer un sage qui allait lui parler 2 jours, et puis le mec, il avait fait sa vie. Aujourd'hui, on a tout le savoir disponible sur les réseaux sociaux, mais on a aussi tous les opportunités de, comment dire, d'abrutissement, de diversion. Les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les séries de télé, Netflix, etc. Et il y a toujours un choix dans la vie entre ce qu'on appelle la croisée des chemins, quoi. Soit s'améliorer, soit tomber dans le confort et répéter ce qu'on a fait la veille, quoi. Regarder une série, jouer aux jeux vidéo, fumer des pétards, regarder Netflix, jouer à Candy Crush, etc. Ça, c'est le confort, c'est la facilité. Or, nous sommes à une étape de la civilisation où le projet de l'être humain, c'est de rien faire, quoi. Les gens veulent devenir riches pour ne rien faire, ils veulent être fonctionnaires pour ne rien faire, ils veulent être au chômage ou RSA pour ne rien faire. La grande quête de l'être humain de notre époque, c'est le coma, quoi. En fait, la plupart des gens, ils aimeraient être dans l'état de Vincent Lambert, quoi. C'est leur rêve, quoi, ne rien faire. Toute civilisation, toute culture, tout peuple a au départ une quantité d'énergie, et quand elle l'a dépensée, elle meurt et est remplacée par d'autres. Mais de cette mort-là, il peut naître des nouvelles communautés, quoi. J'espère, c'est ce qu'on aura, quoi, de nouvelles communautés françaises au niveau local. Je ne crois pas à la faveur d'une nouvelle insurrection, du coup, peut-être prochaine. je ne crois pas à l'insurrection. Pour moi, les gilets jaunes et ces histoires de ronds-points, de rassemblements physiques autour d'un feu, d'un lieu, c'était la solution. Monter sur Paris pour aller faire les mendiants pour toper 100 balles, non, c'était une grosse connerie. Je Je ne vois. crois Donc, c'est pas vraiment la construction de systèmes en dehors du système, finalement, et non pas la exactement, confrontation avec les élites en place surtout pas. que tu verrais comme efficace, quoi. Non, non, moi, oui, exactement. Pour moi, c'est la création de communautés. Après, à cheval avec le système actuel, parce que c'est difficile de faire sans, vu qu'il y a un monopole, mais retoper, voilà, reprendre des fermes, des terrains, redévelopper la permaculture, là-dessus recréer des écoles, avoir des communautés. Voilà, c'est la création un peu comme les Amish, quoi. Les Amish sont partis, ils ont tout créé de A à Z et ils vivent très bien. Donc, je ne dis pas qu'il faut vivre comme les Amish, hein, mais je veux dire, sortir du système, retourner au bois de Hodimir, donc se retirer de ce monde, ne plus voter, ne plus consommer, limite, voilà, être entre guillemets autosuffisant au maximum. Je dis pas vivre en autarcie, hein, autosuffisant, c'est-à-dire produire suffisamment pour pouvoir faire du troc. L'autarcie, quand même, quelque chose de très difficile aujourd'hui, surtout avec le niveau de vie qu'on veut tous à peu près maintenir, quoi. Mais on peut très bien troquer, voilà, au lieu de payer le médecin, eh ben, on lui file 2 poulets pour la consultation. Enfin, je sais pas. Le médecin sera très content parce qu'il n'y aura pas de TVA et il aura fait votre visite, quoi. Et j'avais l'espérance, quand il y a eu tous ces ronds-points à travers la France, que ça aurait pu être la création de ces communautés. Et là, il faut lire le livre de George Orwell de la Catalogne, où il parlait de ces ouvriers qui reprenaient le contrôle de leurs usines, etc., quoi.
ils étaient entre guillemets anarchistes, quoi. Ils n'attendaient pas d'aide de l'État. Ils ne voulaient pas avoir de représentants au pouvoir, etc. Ils voulaient juste se démerder entre eux, quoi. Ils n'avaient pas besoin de mendier un peu plus d'argent à l'État, un peu plus de référendum. Est-ce qu'elles ne sont pas justement ces communautés, donc là on est en septembre 2019, est-ce que c'est pas le moment où ces communautés se forment? Parce que du coup il y a eu le contact entre les gens, la rencontre par les ronds-points. Bah, peut-être, oui. Peut-être. Après, le problème, c'est que comme les gauchistes ont entre guillemets, pris le contrôle, hein, euh, ils sont, eux, dans une optique de mendicité, quoi. Un peu plus Ouais. d'argent, un peu plus d'État, un peu plus d'aide, un peu plus de machin. Donc, il y a toujours une infantilisation du français gilet jaune, quoi. Alors que le discours à lui adresser, ce serait n'attends rien de l'État, n'attends rien de l'argent, démerde-toi pour tes besoins de base, selon la pyramide de Maslow, quoi. Mange, être au chaud, ce machin, mais c'est-à-dire se retirer de ce monde, quoi, se retirer de son crédit immobilier, de son travail aliénant, de tout ça, revenir à la terre, accepter de vivre dans une caravane sur un terrain pour développer sa permaculture, quoi. Enfin, je dis permaculture, mais avoir ses poules, son potager, Son autonomie alimentaire et énergétique. la base, ça c'est la Tu base. es sur cette démarche, toi, du coup. Bah, disons que c'est à ça que je réfléchis le plus, quoi. Et Eh ben, dans on l'état, est. c'est revenir au bois de Haute-Dimère. Ouais. Nous, on réfléchit à la création d'une association pour sensibiliser à toutes ces méthodes d'autonomie et bon, ben, pour créer justement une base autonome. Mais Euh, pourquoi avoir une association, tu vois? Moi, je Ouais. parle, tu vois, pour fédérer des amis qui sont pas dans, euh, qui ont pas le temps, qui font autre chose, voilà, qui sont pas, qui creusent pas les mêmes sujets que moi. J'ai pas d'autre moyen, moi, que de finalement me faire des compromis avec les structures déjà existantes pour montrer que voilà, c'est ça qu'on fait, les gars, regardez. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois, mais tu vois, le truc des ronds-points, c'est qu'il y avait, au départ, hein, je me rappelle, l'énergie qu'il y avait, etc. Il n'y avait pas de volonté de créer d'association, etc. On voulait vraiment, on avait fait un plan sur le terrain pour mettre un coin potager, on commençait à avoir une poule, un coq, etc. Voilà, on jouait pas avec les règles de l'État, qu'on se retirait. Après, avec Pierrot, celui que tu connais, Oui. je le vois régulièrement, au moins une fois par semaine, hein. Et la semaine dernière, je crois, on s'est vu et on discutait. Puis il y a un gros mouvement qui est en train de naître aux États-Unis, enfin qui est déjà né aux États-Unis par les nécessités de la vie, hein. C'est les gens qui vivent dans des vannes, dans des camions et des fourgons aménagés. Et ça prend aussi beaucoup d'essor, ça, en France, hein. C'est Ouais. déjà en France, ça. Voilà, mais l'État a compris le truc et a mis en place une nouvelle carte grise avec des visites, etc. Ah ouais? Et oui, maintenant il faut une homologation, un peu, bref, comme d'hab, quoi. Comment dire? Donc voilà, on parlait, puis on disait comment faire pour s'organiser, avoir la main d'œuvre. Donc, enfin, je voyais comment dire, un schéma de vitesse, enfin de vitesse, avec deux, deux modes de vie parallèles. Un mode de vie nomade, donc les gens qui sont dans leur fourgon, les couples ou les gens célibataires, et d'autres gens qui achetaient des terrains pour se retirer et construire des fermes autonomes, quoi. Et donc, par exemple, imaginons que toi, tu es une ferme, tu commences à t'installer, tu aurais besoin un peu d'aide, de main-d'œuvre. Eh bien, tu aurais ces gens qui vivent en van, qui viendraient travailler 1 ou 2 mois, 3 mois par an chez toi pour t'aider à t'installer, quoi. Donc, les gens qui vivent en van auraient cette possibilité de travailler la terre et d'être nourris et d'avoir un point où se poser, simplement. Et toi, en échange, tu aurais ta main-d'œuvre pour développer ton domaine, hein, c'est un domaine. Et comme ça, on aurait les gens en van qui circuleraient à travers la France, échangeant les connaissances, transmettant les connaissances, et d'autres personnes qui achèteraient les fermes pour développer ces bases d'autonomie durable. Et puis au fur et à mesure, une fois que toi ta base serait faite, ben, peut-être que la personne qui viendrait t'aider en van aurait envie de s'installer aussi. Donc toi, vu que tu serais entre guillemets, du cru local, tu aurais connaissance des terrains achetés dans le coin, des bonnes affaires.
et cette personne qui est en van deviendrait, elle, un sédentaire avec d'autres personnes en van. Et ça permettrait d'avoir une sorte de système permettant de se retirer de ce monde capitaliste. Une Et sorte de, toujours sur base de la propriété, du coup. Parce bah qu'il oui, y aurait obligé, l'utilisation de l'argent pour acheter les terrains. ça t'est Est-ce que ça obligé. pourrait pas poser un problème, ça, dans l'évolution de ces communautés? Bah, au Puisque du départ, coup, dès qu'il y a propriété, il y a une forme de hiérarchie qui s'installe très oui, il y rapidement. aura une forme de hiérarchie, forcément. Et, il y aurait le principe, tu sais, des échanges là, comme du woofing. Voilà, ouais, j'allais en parler là. Donc, voilà. Enfin, bon, je voyais ça comme ça. Après, c'est une idée comme une autre. Ouais. Non, Mais mais c'est super intéressant. Ouais, Ok. ça permettrait de se retirer, d'avoir une première étape, c'est d'acheter un fourgon, de l'aménager. Hein. C'est un budget qui peut être entre 10 et 20 000 euros. De parasiter, entre guillemets, le système. Voilà, parce que de toute façon, le système, c'est un parasite, donc autant le parasiter à notre tour, avec tout ce qui est aide sociale, etc. Et puis travailler à mi-temps, à gauche et à droite, en fonction des circonstances économiques. Et puis quand la personne est au chômage, eh ben, elle peut aller aider, filer un coup de main à tel ou tel entre guillemets, sédentaire, quoi, propriétaire. Ce qui lui permettrait d'atteindre l'autonomie beaucoup plus rapidement. Et puis comme ça, la personne, par exemple, moi j'ai mon van, je viendrais t'aider, j'apprendrais des choses que tu apprendrais, que tu aurais apprises d'un autre van lifer, etc. Puis moi je changerais de domaine, et toi tu recevrais d'autres personnes, et puis comme ça il y aurait une sorte de système s'organisant, quoi. Patriote, de retour à la terre, avec une main-d'œuvre entre guillemets à bas coût, parce qu'elle serait basée sur le troc, donc l'absence de TVA et toutes ces conneries. Voilà, une sorte D'accord, de je vois. création de système parallèle. Il y a ce grand fantasme là, qui nous vient de 1789, hein, où le peuple aurait été comme d'un seul homme, qui aurait fait la révolution, alors que non, non, c'est toujours des minorités qui font l'histoire, hein, les minorités agissantes. Donc, voilà, faut jamais compter sur la masse. La masse, comme dit Gustave Le Bon, c'est un enfant de 7 ans. Quoi. Faut rien attendre d'eux. Quoi. La plupart des gens suivront le système jusqu'au bout. Quoi. Enfin, voilà. Ça, on le D'accord. sait, quoi. Les PNJ, Les quoi? les personnages non joueurs. Ah oui, voilà. Les caractères, non-fictionnels caractères. Mm. Donc oui, donc moi, personnellement, je compte absolument pas sur la masse pour faire quoi que ce soit. Je n'y crois absolument pas. Il y a qu'à voir avec les gilets jaunes. Soi-disant, 70% des gens nous soutenaient, mais n'avait pas 70% de gilets jaunes sur le tableau de bord. Rien que ce geste, déjà, ils n'étaient pas capables de le faire. Donc, il ne faut pas attendre. Non, non, c'est toujours des minorités qui font, entre guillemets, l'histoire, qui créent de nouveaux peuples. Quoi. Personnellement, je n'attends pas un réveil de la masse. Je n'attends, ça n'existera pas, ça n'arrivera jamais, ce genre de choses. Il y aura toujours une minorité qui va s'organiser, qui, voilà, qui va, une fois qu'on sera, entre guillemets, organisé avec comment dire, nos refuges, qui seront nos fermes et qui seront peut-être nos villages demain. Ça fera de nouvelles communautés. Et qui dit nouvelle communauté dit retour à la terre, au bonheur, parce que c'est ce qui rend heureux, hein, d'être ensemble, entouré des siens, des proches, des gens qui sont à peu près sur la même longueur d'onde. Donc ça donne envie de vivre, ça donne envie de faire des enfants, ça fait une démographie qui est un peu plus élevée que la moyenne. Et on ne sait pas si sur 10-15 générations, il n'y aura pas quelque chose d'autre. J'ai pas la création d'un nouveau peuple, mais l'embryon de quelque chose. Les peuples, au départ, c'est une minorité je dis pas qui se reproduit qu'entre elles, mais ouais, si un petit peu, qui pratique un peu l'endogamie, quoi. Imaginons que demain tu aies, je sais pas moi, 15-20 familles qui se regroupent, qui fassent chacun 4-5 enfants, il y aura forcément des mariages entre tous ces enfants. Et après, d'autres personnes qui viendront rejoindre la communauté, donc pour renouveler le sang, puis etc., etc. Et qui dit que au départ, ce mouvement qui est minoritaire ou qui sera minoritaire ne deviendra pas quelque chose de plus important qu'on l'imagine. D'accord. Et à propos de Red Pill, du coup, on n'en a pas trop parlé encore. Ah, Red Pill, c'est le principe de la pile rouge basé sur le film Matrix, hein, quand je sais plus comment il s'appelle l'acteur là. Enfin bref, Morpheus. Morpheus qui lui propose soit la pilule bleue et tout oublier, d'être un bon petit soldat du système, ou la pilule rouge et de voir le monde tel qu'il est réellement. Et Red Pill, c'est un mouvement
c'est sur les liens, les rapports homme-femme en fait. C'est né dans les pays anglo-saxons et c'est sur le problème qu'il y a entre les couples en fait, entre les rapports homme-femme, sur les rapports homme-femme. Et pourquoi aujourd'hui les mariages ou les couples ou ça ne marche plus? Parce que il y a eu le féminisme simplement, parce que l'homme n'est plus nécessaire vu que l'État a complètement remplacé l'homme. C'est l'État qui apporte la sécurité, qui apporte le confort. Une femme seule est en sécurité, elle peut travailler, elle peut avoir la protection de la police. Voilà, elle est forte, autonome et indépendante. Il n'y a plus vraiment de menaces. Nous sommes dans un monde très confortable et sécurisé. Donc c'est pour ça que le mariage ne marche plus, parce que l'homme n'est plus nécessaire. C'est assez vaste, hein. Il y a le concept d'hypergamie, il y a la loi de Briffaut. Donc l'hypergamie, c'est le fait qu'une femme veuille toujours un partenaire qui soit plus élevé qu'elle-même. C'est le mythe du prince charmant, si tu veux. Le prince, c'est ce qu'il y a de socialement le plus haut, donc au-dessus d'elle, et charmant, ce qu'il y a de plus beau qu'elle, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on pourrait noter les hommes et les femmes d'une note de 0 à 10. Je sais pas, par exemple, moi, je vaux 5, et je devrais avoir une femme qui vaut 5, entre guillemets. Or, une femme qui est notée 5 sur 10 voudra avoir un homme 6 ou 7 au-dessus d'elle, qui lui apportera un niveau de vie supérieur à ce qu'elle a. D'accord. Sinon, elle ne voit pas de raison de se donner. Il faut toujours que l'homme apporte quelque chose sur la table. Soit de l'argent, soit un cercle social intéressant. Et ça, c'est l'effet du féminisme, selon toi? Non, pour moi, ça, c'est ce que j'explique là, c'est la nature féminine normale. C'est-à-dire que les femmes choisissent toujours des hommes supérieurs, ce qui pousse les hommes à s'améliorer, à partir à la conquête, à aller à la chasse, etc., quoi. Genre, quand les hommes de Cro-Magnon ramenaient de la viande, les femmes partaient avec celui qui avait pris le plus gros des morceaux. Euh, et le féminisme, en fait, c'est juste, pour moi, c'est un retour de la nature féminine qui avait été, entre guillemets, lissée par la civilisation, la religion, etc., pour que les mariages et les familles durent dans le temps, quoi. Voilà. Et le red pill, en fait, c'est la connaissance, parce qu'il y a eu la psychologie évolutive aussi, c'est une science qui est née il n'y a pas très longtemps. Et il y a eu tous les témoignages de ces hommes sur les forums internet qui se sont fait dépouiller, ce qu'on appelle en anglais rap divorce, euh, violés par le divorce, hein, par un juge, une juge, bien souvent. Ce qui est un effet du droit, du coup. Là, c'est un effet particulier du droit américain. Du droit américain, du droit occidental, qui est Ouais. que il n'y a plus le divorce pour faute. Avant, quand une femme te trompait, tu pouvais demander le divorce et elle n'avait absolument rien. Aujourd'hui, tu peux plus demander le divorce pour faute. T'es cocu, même si tu demandes, tu perdras comme la moitié de ton patrimoine, quoi. Donc, il y a des millions d'hommes qui se sont fait comme ça violer par le divorce et qui ont mis leur témoignage en commun. Après, il y a des mecs qui ont étudié tout ça, plus intelligents que les autres, qui ont fait des synthèses, etc. Ils ont appliqué des lois de la théorie évolutionniste là-dessus, puis ils ont découvert, entre guillemets, la vraie nature de la femme que l'on retrouve dans les religions traditionnelles, quoi, ou même antiques, hein. Donc, c'est assez vaste comme sujet. En plus, je suis en train de lire encore à fond là-dessus, donc il y a beaucoup de trucs. Ouais. Mais grosso modo, la, Tu dirais que c'est la littérature pour hommes, essentiellement, le Red Pill? ah oui, Ouais. 100%, Ouais. 100% pour moi. C'est des hommes, en fait, c'est ce qu'on avait auparavant comme sagesse, que les hommes savaient, hein, voilà, tout le monde savait. Mais il y a eu toute la propagande Disney. Tu écoutes la musique pop, par exemple, c'est que des mecs qui se plaignent d'amour, qui veulent être amoureux, qui veulent machin. Donc c'est vraiment un truc, ce qu'on appelle des pilules bleues, quoi. Les mecs, ils mettent la femme au centre de leur vie. Alors que Comme une la femme, flèche qui t'empoisonne. ouais, en fait, Christophe Maé. voilà, c'est que des trucs, je connais pas, mais voilà, c'est que des trucs comme ça, c'est très triste, quoi. Et donc, les hommes pensent que pour être heureux, il leur faut une femme, il faut qu'ils aient une copine, qu'ils soient en couple. Ça me rappelle la vidéo de Zemmour qui disait, je vois tous ces jeunes en couple et tout. Et si t'es pas en couple, t'es un pauvre type, quoi. Enfin, maintenant, un peu moins, parce que les hommes commencent à comprendre un petit peu que chasser la femme, ça coûte très cher. Et voilà. Une fois que tu as couché avec 50, 100, 200 femmes, voilà, c'est toujours pareil, quoi.
Hein, on a Et il y a, l'impression que c'est un peu soit la codépendance dans le couple, soit la misère sexuelle un peu aujourd'hui, hein, de plus en ouais, plus. enfin, je sais pas. Moi, je sais que je suis pas en couple et que j'ai pas de misère sexuelle non plus, quoi. Mais comment dire? Aussi dans les couples, une fois que tu es marié, tu as toujours un concurrent qui est l'État. C'est-à-dire que ta femme peut divorcer, elle sait qu'elle sera prise en charge par l'État, qu'elle aura l'aide sociale pour les mères seules, elle aura les appels pour les gamins, elle aura l'aide au logement, elle aura tout. Et donc l'homme est toujours avec cette épée de Damoclès où il doit. On voit dans les couples aujourd'hui, les hommes sont très soumis. Ils n'osent plus faire de remarques. Leur gonzesse peut avoir pris 10 kilos, ils diront rien, quoi. Enfin, je veux dire, elles ne font. Moi, je vois là, je suis au boulot, je suis dans le bâtiment. Je vois les mecs qui sont mariés, je vois les repas qu'ils mangent le midi, ça fait de la peine, quoi. Moi, célibataire, je mange mieux que. Enfin, je veux dire, il n'y a plus d'efforts, quoi. Les femmes ne font plus d'efforts. Elles sont dans le complexe de la princesse, à qui on doit tout, pour qui il faut tout faire. Ouais, Et elles apportent rien sur la table. Et en plus, elles se marient à 30, 35 ans, hein. Elles donnent leurs meilleures années à des inconnus. Et après, à 35 ans, elles sont là, where are all the good men? Où sont tous les hommes bien? ouais, Les hommes bien, ils ont déserté le jeu parce que auparavant, on leur demandait d'arriver vierge au mariage. Maintenant, elles arrivent avec des kilomètres de bite, avec des exigences de princesse complètement exubérantes. Après, elles estiment qu'elles doivent se marier qu'avec des hommes entre guillemets supérieurs, c'est-à-dire soit des financiers, des mecs hyper bodybuildés. Et au final, ça fait un troupeau de femmes, des millions de femmes qui vont arriver seules, célibataires, sans enfants, à 35 ans et qui ne trouveront personne pour se marier. Parce que entre ouais, guillemets, l'obligation d'arriver vierge au mariage, ça préservait l'innocence des femmes et ça leur permettait d'apprécier l'homme qu'elles rencontraient. Or, aujourd'hui, elles ont tellement connu d'hommes qu'il y a forcément un homme qui les aura démontés plus que les autres, un qui aura été plus riche que les autres, etc. Et ça, c'est leur point zéro. Elles ne voudront pas être avec quelqu'un qui sera en dessous de ça, entre guillemets, par rapport à leurs critères. Et donc, ce qui fait qu'elles seront toujours frustrées et que même si elles épousent à 32, 33 ans le mec qui passait par là, et qu'elles se forcent, entre guillemets, à être en couple avec lui, elles seront toujours frustrées, entre guillemets, désagréables. Et c'est ce que je vois autour de moi dans les couples, hein. C'est des femmes qui, entre guillemets, veulent voyager, hein, voyager, c'est-à-dire se faire sauter sans être traité de salope parce que personne ne les connaît. Et voilà, avoir 20, 30, 40, 50 partenaires sexuels et ne plus pouvoir apprécier une relation saine et simple. Parce qu'elles sont dans cette consommation, comme elles font du shopping pour les chaussures, elles consomment de. Et ça fait voilà, des millions de femmes qui, là pour moi, je vois, c'est une catastrophe. Le nombre de copines que je connais, de filles que je connais, qui ont eu des dizaines et des dizaines de mecs, et je sais pertinemment qu'elles ne pourront jamais être heureuses en couple. Parce qu'elles ne trouveront pas cet homme qui sera la synthèse de tout ce qu'elles ont pu rencontrer de mieux, quoi. ouais. C'est ça, The Red Pill, voilà, c'est l'évolution des rapports hommes-femmes, l'analyse de tout ça, les statistiques, un tas D'accord. de trucs. Un Ah, tas moi, de trucs. ça a l'air super intéressant, mais comme avec beaucoup de nouveaux concepts qui sortent et qui viennent des États-Unis, je pourrais pas m'empêcher de tomber dans un peu la déformation professionnelle, hein, qui est la mienne, c'est de me dire que c'est probablement tous ces concepts. euh, je vais avoir l'a priori que ça va être fait pour, comme un levier social, ça va être fait pour amener la population vers une certaine situation qui permettra d'aller toujours plus loin dans le déploiement de la domination réelle, du coup. Euh, tu vois, j'ai toujours ce doute de bon, même si on trouve plein de bonnes idées dans tout ce qu'on peut découvrir, mais euh, le regain de l'ésotérisme, ce regain de virilité qu'on peut voir tout un tas de mouvements, même si à côté de ça, c'est vrai que ben, le capital est masculin, hein. Oui, Euh, bah, forcément. Parce que juste elle, qui est une femme qui gère le LM, est une femme donc qui est sadique
Et c'est la femme castratrice. Le Et LM? le LM, c'est le royaume de L, en fait. C'est Ah oui, ah oui, oui, je vois. voilà, le monde L- de LM, l'électeur. H-E-L-E-I-M, c'est ça? Non, H-E-L-H-E-I-M. Oui, c'est ce que Ah, tu as dit, ouais. pardon. J'avais manqué un H. Ok. Ok. Et c'est le royaume de L. M, ça veut dire royaume. Donc, Jotunheim, le royaume des géants, etc. Jotunheim, le royaume des dieux. Et elle, donc, qui est une des filles de Loki. Et il faut savoir que ces rejetons, ces trois enfants marchent toujours ensemble, quoi. Donc, elle, c'est quoi? Elle, c'est la femme castratrice, donc féministe, hein, misandre, etc. Et qui est une consommatrice. Elle consomme la matière. Il faut savoir que, par exemple, il y a des chiffres qui sont sortis que pour $1 que les hommes gagnent, les femmes gagnent 65 centimes. Et parce qu'elles travaillent beaucoup moins que les hommes, tout simplement. Or, on sait que dans un couple, la femme gère 80% des dépenses du couple. Et c'est pour ça que elle, c'est la sœur de Jormungandr, donc la société de consommation, et de l'État. Et donc, qu'aujourd'hui, il n'y a plus de couple, entre guillemets, possible pour la majorité des gens. C'est parce que l'archétype féminin mis en avant, c'est ce type de femme-là. L'avorteuse, la castratrice, voilà, la femme déchue, quoi, qui se refuse d'être femme. Elle se refuse d'être femme en voulant être l'égale des hommes, donc en jouant sur le domaine des hommes, la carrière professionnelle, etc. Or, ce que l'homme demande à une femme, c'est pas d'avoir un CV long comme le bras. Ce qu'il lui demande, c'est d'arriver, entre guillemets, innocente. Il y avait une image qui circulait sur Internet qui était très drôle. Euh, on demandait aux hommes ce qu'ils voulaient, c'était quoi leur fantasme. Et il y avait un mec qui avait répondu avec une image. Un homme qui ouvre la porte de sa maison, qui voit ses enfants lui sauter dans les bras, et puis sa femme lui dire bienvenue à la maison, mon chéri. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça le fantasme de l'homme. C'est pas de faire l'amour avec deux femmes. Ça, ce que l'homme veut, c'est être aimé pour ce qu'il est. Ouais. Mais, et ça, les femmes ne veulent plus. Ne veulent plus. Elles refusent d'être féminines, en fait. Elles veulent être comme les hommes, En fait, les féministes sont anti-femmes. Et par quels moyens ça se concrétise dans le quotidien peut-être des femmes qui vont entendre cette vidéo, histoire qu'elles puissent Ah, ancrer tout ça, enfin qu'elles puissent comprendre le discours quand même. euh, J'imagine par exemple il y a la société de consommation avec tout ce qui est le culte déjà de moins consommé. l'apparence, Voilà. le, Instagram, ces conneries, quoi. ouais, et puis Arrêtez un peu tout les ça, quoi. produits de beauté, hein, c'est une institution, ça, aujourd'hui aussi. Bah, déjà, ça pollue énormément. Donc, moi, j'adore toutes ces femmes qui sont écologiques, mais qui ont une salle de bain remplie de merde jusqu'au plafond, quoi. Hein. Donc, déjà, faire ses propres produits de beauté, cuisiner pour de vrai, des vrais légumes, hein, pas des pâtes avec des poissons panés. Euh, prendre soin de... En fait, euh, on dit oh, oui, les femmes sont des reines, etc. Le problème, c'est que les femmes d'aujourd'hui veulent un homme qui a déjà tout réussi, tout fait, qui a déjà la situation, qui a déjà l'appartement, l'entreprise, la voiture, qui est déjà riche. Or, traditionnellement, une femme choisit, entre guillemets, un prétendant qui a un diamant brut et elle le taille en l'aidant, en le soutenant dans ses projets, etc. Et l'homme, une fois débarrassé des tâches du quotidien, peut se voir en conquérant et faire une ascension sociale, etc. Et c'est ça le plus grand bonheur d'une femme. Enfin, pour moi, c'est ma vision. Le plus grand bonheur d'une femme, c'est d'être fière d'avoir choisi le bon mari, celui qui est devenu quelqu'un grâce à son aide. Et il y a d'ailleurs un film qui a été tourné sur un des boxeurs là, irlandais, là. Comment il s'appelle là McGregor, je crois. Sa Je femme, connais pas. c'est un boxeur irlandais, sa femme l'a trouvé comme SDF dans la rue. Elle l'a logé, elle l'a soigné, elle a travaillé, elle lui a payé tous ses régimes alimentaires, elle a cuisiné pour lui. Et le mec est devenu un des champions mondiaux de boxe. Voilà, c'est Conor McGregor, je crois. Et maintenant, il est presque milliardaire. Et puis, voilà. Mais elle mérite d'être avec cet homme-là parce qu'elle l'a construit, elle l'a aidé au quotidien, elle a été là pour lui. Et lui, une fois qu'il était débarrassé des tâches du quotidien, il a pu devenir quelqu'un et réussir, trouver sa voie et réussir. Aujourd'hui, le problème des femmes, c'est qu'elles veulent déjà l'homme qui s'est fait lui-même. Au lieu de prendre un homme, entre guillemets, de leur niveau, de leur classe sociale, etc., un voisin.
et d'être là, de le soutenir et de le pousser, de l'aider, de le conseiller, d'être là pour lui, quoi. Elles veulent qu'il ait déjà réussi, quoi. Ouais. Voilà, elles veulent déjà le produit fini, quoi, comme au Le supermarché. riche, le Macron. Voilà, elles veulent ça, quoi. Ouais. Or, c'est pas ça qui les rendra heureuses, parce que de toute façon, si lui, il est avec elle, il pourra en choisir une autre qui, dans 10 ans, parce qu'elle aura vieilli, quoi. Alors que l'homme qui aura été aidé par ce genre de femme, jamais il la quittera, jamais il la trompera. Enfin, à part quelques minorités, quoi. C'est ça le grand truc, quoi. C'est aux femmes pas de le fabriquer, mais de l'aider à se réaliser. Ouais. Or, Bon, et pour lui, certainement les hommes doivent faire aussi l'effort de l'émancipation, parce qu'un homme dévirilisé et dépossédé finalement de ses moyens d'action et de penser l'avenir, on peut comprendre qu'il soit pas très attirant. ben oui, c'est ça le grand. Et c'est aux deux de faire des efforts, quoi. Et le féminisme propose ça aux femmes, c'est l'émancipation par le projet professionnel, L'aliénation par le travail, quoi. et donc l'aliénation par le salariat. Bah oui, Donc on parce retombe que toujours dans ce voilà, qu'on dans ce appelle, piège du capital, hein, qui voilà, mange toutes les idéologies. voilà, parce que le patriarcat, ce qu'on appelle le patriarcat, c'est ce qui permettait aux femmes de ne pas travailler. Comme dit Francis Cousin, auparavant, un ouvrier avec un salaire, il faisait vivre sa famille. Il pouvait même partir en vacances et acheter la maison, etc. Maintenant, avec 2 salaires, tu ne pars plus en vacances, tu peux plus acheter une maison et tu peux même plus faire d'enfants parce que ça coûte trop cher, quoi. Donc, elles n'ont rien gagné. C'est devenu des esclaves du capital. Elles n'ont plus le temps de vivre parce qu'elles sont toujours au boulot ou après elles tombent dans les pièges de la consommation, puis elles sont tristes, déprimées, névrosées, sous anxiolytiques, hein. Et elles ne comprennent pas parce qu'elles n'ont pas ce recul historique de comprendre leur aliénation, quoi. Et elles sont toutes déprimées. Et elles ont 30, 32, 33 ans, 34, 35, presque 40, pas d'enfants, une carrière de... Quelle carrière? C'est conséquent. Ouais, c'est Carrière, hein. l'asservissement volontaire Ouais, permanent, quoi. pour Ouais. consommer. Et voilà, donc elles sont malheureuses, quoi. Je crois que la plupart des femmes sont malheureuses, quand même, de ce que je peux voir, hein. Ouais, non, Et, mais je constate aussi, hein, d'expérience et personnelle, ouais, voilà, donc c'est peut-être accepter comment dire, qu'elles se sont fait arnaquer. Parce que, voilà, même dans le communisme, hein, quand ils parlent de l'émancipation des femmes, ils ne parlent pas de l'émancipation des femmes par rapport au patriarcat et toutes ces conneries. Non, non, ils parlent d'émancipation des femmes par rapport au capital. Louise Michel dit très bien qu'il faut que les femmes s'approprient la connaissance historique de la longue mémoire des hommes pour devenir elles aussi des révolutionnaires contre l'État et contre l'argent. Mais pas d'aller se prostituer pour de l'argent.